Introduction, la nuit où Orlando s'est figé. La nuit tombe sur Orlando, les lumières des bars s'allument, la musique monte, les rires résonnent. C'est un samedi soir comme les autres. Les rues sont pleines de vie. Les gens sortent danser, oublier leurs soucis et profiter de la chaleur de Floride. Au Pulse, une boîte de nuit très connue, l'ambiance est à la fête. C'est la soirée Latin Night. Plus de 300 personnes profitent de la piste, sans imaginer qu'elles vivent leurs dernières heures de paix. À quelques mètres de là, un homme gare un van sur le parking, un inconnu parmi d'autres. Rien ne le distingue. Rien ne laisse présager l'horreur qu'il s'apprête à déclencher. Dans quelques minutes, les rires vont se transformer en cris. La musique va s'arrêter. Et Orlando va basculer dans la nuit la plus sombre de son histoire. Ce 12 juin 2016, les secours du 911 reçoivent une avalanche d'appels, des voix paniquées, des bruits de tirs, des pleurs. Une fusillade vient d'éclater dans une boîte de nuit. Ce soir-là, l'Amérique découvre l'un des pires massacres de son histoire moderne. Et tout commence ici, dans un lieu symbole de fête, de tolérance et d'amour. Voici l'histoire vraie de la fusillade du Pulse Night Club à Orlando. Le drame qui a bouleversé tout un pays et changé à jamais la vie de centaines de personnes. Partie 1. La nuit où tout a basculé. Les week-ends, les centres d'appel d'urgence aux États-Unis tournent à plein régime. Les fêtes, les excès, les accidents, c'est la routine du 911. Mais dans la nuit du 12 juin 2016, à Orlando, en Floride, les opérateurs comprennent très vite que cette nuit ne ressemble à aucune autre. Les appels se multiplient, les voix sont paniquées, des cris, des coups de feu, de la confusion. Une fusillade vient d'éclater dans une boîte de nuit et elle va devenir l'une des plus meurtrières de toute l'histoire du pays. Orlando, une ville connue pour ses parcs d'attractions légendaires, Disney World, Universal Studios et des centaines de lacs qui attirent chaque année des millions de visiteurs. Mais Orlando, ce n'est pas seulement une ville pour touristes, c'est aussi une communauté qui valorise la diversité. La ville est connue pour son ouverture envers la communauté LGBTQIA+. Chaque mois de juin, le mois des fiertés, est célébré avec ferveur. Des défilés, des soirées, des rassemblements, un moment de joie et de visibilité. Parmi les lieux emblématiques de cette scène festive, il y a le Pulse, un bar et boîte de nuit réputé pour ses spectacles de drague et ses soirées inclusives. Le Pulse n'attend pas le mois de juin pour célébrer la fierté. Toute l'année, le club met à l'honneur la diversité et la tolérance. Le 11 juin 2016, la soirée du samedi s'annonce spéciale. C'est la fameuse Latin Night, une soirée dédiée à la culture latine, organisée chaque semaine. Ce soir-là, une invitée très attendue doit se produire. Kenya Michaels, une drag queen connue pour avoir participé à la saison 4 de RuPaul's Drag Race. L'annonce de sa venue attire la foule. La piste de danse est pleine à craquer. L'ambiance est à son comble. Rire, musique, danse. Vers 1h30 du matin, plus de 300 personnes profitent encore de la nuit. Personne n'imagine alors qu'en quelques minutes, la fête va se transformer en cauchemar. Sur le parking, un van s'avance lentement. À son bord, un homme seul. Il entre dans le club comme un client ordinaire. Il commande un verre, rien d'inquiétant. 11 minutes plus tard, il ressort. Personne ne s'en soucie vraiment. Il déplace simplement son véhicule sur le parking d'un magasin voisin. Mais ce simple geste, c'est le prélude à l'horreur. À 2h02 du matin, le Pulse s'apprête à servir les derniers verres avant la fermeture. C'est alors que l'homme revient. Cette fois, il n'entre pas les mains vides. Dans ses bras, un fusil d'assaut Sig Sauer MCX calibre mode 123 et un pistolet Glock 17. Il pousse la porte. Et sans un mot, il ouvre le feu. Les premières détonations résonnent dans la salle principale. Certains croient d'abord à des effets sonores.
La musique est forte, les lumières dansent, mais les cris remplacent bientôt les rires. Les gens se ruent vers les sorties. Désorientés par l'obscurité et la panique, les balles ricochent sur les murs, sur les tables, sur les corps. En quelques secondes, la fête vire au chaos total. Parmi les employés du Pulse, un homme comprend immédiatement ce qui se passe. Imran Youssouf, ancien marine, travaille ce soir-là comme agent de sécurité. Il repère un groupe de clients paniqués bloquant une issue. La porte est verrouillée. Derrière eux, le tueur approche. Imran bondit au-dessus du bar, court vers eux et parvient à ouvrir la sortie. Grâce à son geste, près de 70 personnes réussissent à fuir. Pendant ce temps, le tireur continue d'avancer à travers les salles, tirant sur tout ce qui bouge. Un autre membre de la sécurité tente de riposter. Adam Gruller, policier hors service, fait feu avec son arme de poing. Ses tirs forcent l'assaillant à reculer, mais la puissance de son fusil d'assaut le rend quasi intouchable. Gruller comprend qu'il ne peut pas l'arrêter seul. Il se met à couvert et appelle des renforts. À cet instant, le Pulse n'est plus une boîte de nuit, c'est un champ de bataille. Des clients se cachent dans les recoins, d'autres se barricadent dans les toilettes. Une douzaine de personnes se serrent dans une cabine, retenant leur souffle, espérant que le tueur ne les trouve pas. Mais bientôt, il s'approche de la porte et tire 16 fois à travers la cloison. 2 morts sur le coup, plusieurs blessés graves. L'horreur est totale. 2h07 du matin, les premières patrouilles de police arrivent sur place. Les agents ne savent pas où se trouve le tireur. Ils entrent sans plan, sans visibilité. Le sol est jonché de corps. Chaque pas est un risque, chaque porte une menace. Mais ils avancent. Partie 2, le siège du Pulse. Les renforts arrivent en masse. Les sirènes envahissent la nuit. Orlando se réveille dans la terreur. La police établit un périmètre autour du Pulse. À l'intérieur, les cris résonnent encore. Des blessés appellent à l'aide. D'autres, silencieux, tentent de ne pas se faire repérer. Le tueur, lui, continue de tirer, sans relâche, sans distinction. Les premières unités pénètrent dans la boîte de nuit. Elles avancent prudemment. Chaque pas se fait dans un décor d'horreur, le sol glissant de sang, les murs criblés d'impacts. Les officiers suivent les indications d'Adam Gruller, le policier en civil qui a tenté de riposter. Grâce à lui, ils savent à peu près où se trouve le tireur. Mais progresser est presque impossible. Des corps jonchent le sol, des survivants gémissent, suppliant qu'on les aide. Chaque seconde compte, soudain une nouvelle salve éclate. Les policiers ripostent. Les échanges de tirs durent plusieurs minutes. La boîte de nuit tremble sous le vacarme. Puis, silence. Le tireur s'est retranché dans les toilettes. Il est acculé. Mais il n'a pas dit son dernier mot. Les coups de feu cessent. Le calme revient. Trop calme. À 2h09, un message apparaît sur la page Facebook du Pulse. Sortez tous du club et courez. Le tireur est toujours à l'intérieur. L'angoisse monte encore d'un cran. Les secours tentent d'approcher, mais ils ignorent où se cache l'assaillant. Dans les toilettes, l'homme est enfermé avec plusieurs otages. Certains sont grièvement blessés. D'autres essaient de ne pas bouger. Quelques-uns parviennent à appeler le 911 discrètement. Leur voix tremble. Ils chuchotent leur position. Ils demandent qu'on vienne les sauver. Mais personne ne peut encore entrer. À 2h22, un nouvel appel retentit au centre d'urgence. Cette fois, c'est le tireur lui-même qui appelle. Il se présente. Il dit être l'auteur de la fusillade et il déclare avoir prêté allégeance à l'État islamique. Les mots glaçant les opérateurs. La situation prend une tournure terroriste. Puis il raccroche. À cet instant, les survivants enfermés dans les toilettes comprennent. Ils ne sont plus simplement cachés. Ils sont pris en otage. Pendant que la police évacue les blessés, les négociateurs du SWAT prennent le relais. Leur objectif, parler avec l'assaillant pour éviter un nouveau bain de sang. Mais rien n'est simple.
L'homme contacte plusieurs fois le 911. Il évoque des bombes. Il parle d'un gilet explosif. Il dit avoir piégé la boîte de nuit. À l'extérieur, les forces spéciales se préparent. Elles ne savent pas s'il bluffe. Elles ne peuvent pas prendre le risque. Vers 2h35, le négociateur entre en contact avec lui. Le ton est froid. Le tueur se dit « soldat de l'État islamique ». Il affirme agir pour venger les victimes des guerres au Moyen-Orient. Il se vante d'avoir un explosif sur lui. Il menace de tout faire sauter. La tension est à son comble. Quelques minutes plus tard, il appelle une chaîne d'infos locale. Il revendique à nouveau son acte, publiquement, en direct. Dehors, les ambulances s'alignent, les blessés sont évacués les uns après les autres. Certains ne survivront pas à leurs blessures. Mais à l'intérieur, le cauchemar continue. Plusieurs otages parviennent à contacter discrètement la police. Ils décrivent une scène insoutenable, des blessés qui s'éteignent lentement, des gens qui pleurent, d'autres qui prient. Le tueur garde le silence. Il reste cloîtré dans les toilettes des femmes, immobile, calme, trop calme. Aux alentours de 4h21, le SWAT réussit à ouvrir un conduit de climatisation. 8 personnes parviennent à s'échapper par cette ouverture. Un miracle dans l'enfer du Pulse. Mais le répit est de courte durée. 8 minutes plus tard, le tueur reprend contact avec les négociateurs et ses paroles font froid dans le dos. Il annonce qu'il va placer des explosifs sur 4 otages pour tout faire sauter. Il dit vouloir faire écrouler le bâtiment, comme lors des attentats du 13 novembre 2015 à Paris. Cette fois, le SWAT n'hésite plus. Les discussions sont terminées. Il faut agir. Un plan d'assaut est validé. L'objectif, entrer, neutraliser, sauver ceux qui peuvent encore l'être. Les artificiers placent des explosifs sur le mur arrière du Pulse. Derrière cette paroi se trouvent les toilettes. L'explosion retentit. Un souffle puissant déchire la nuit. Mais le mur ne cède pas complètement. Le trou est trop petit pour passer. Le SWAT sort un véhicule blindé Bearcat. Il défonce la façade. Une brèche immense s'ouvre enfin. Le bruit attire le tireur. Il comprend que la police s'apprête à entrer. Avant de quitter les toilettes, il abat plusieurs otages. Un homme s'interpose pour protéger une femme, il meurt sur le coup. Puis le tueur quitte la pièce, arme en main. Le couloir est plongé dans la fumée. 2 grenades assourdissantes explosent. Le SWAT entre. 14 agents foncent à l'intérieur. Les tirs reprennent. Un officier est touché à la tête. Son casque en Kevlar lui sauve la vie. La riposte est immédiate. Les policiers tirent sans relâche. Environ 150 balles sont échangées en quelques secondes. Le tireur s'effondre. Atteint à plusieurs reprises, il meurt sur place. À 5h17, le SWAT confirme que la menace est neutralisée. À 5h53, la police d'Orlando officialise la nouvelle sur Twitter. Le tueur est mort. La fusillade du Pulse est terminée. Mais le bilan est effroyable. Au total, 49 personnes ont perdu la vie. 58 autres ont été blessés. Presque toutes les victimes étaient d'origine hispanique, venues célébrer la Latin Night. Le Pulse devient, en quelques heures, le symbole d'une tragédie nationale. Partie 3, derrière le monstre qui était Omar Mateen. Le soleil se lève sur Orlando. La boîte de nuit Pulse est désormais silencieuse. Mais à l'extérieur, les gyrophares clignotent encore. Les enquêteurs du FBI prennent le relais. Ils savent qu'ils viennent d'assister à la pire fusillade de masse de l'histoire des États-Unis, avant celle de Las Vegas, 1 an plus tard. Le tireur est mort, mais une question brûle toutes les lèvres. Qui était-il? Son nom, Omar Mir Seddiq Mateen, 29 ans, né à New York, en 1986, dans une famille d'origine afghane. Ses parents ont immigré aux États-Unis dans les années 1980. Son père, Seddiq Mir Mateen, se rêve homme politique. Il anime même une émission YouTube dans laquelle il commente la politique afghane.
Il y exprime parfois des opinions déroutantes et se montre obsédé par la situation à Kaboul. Mais Omar, lui, grandit en Floride. Un enfant réservé, souvent en colère, instable, selon plusieurs camarades de classe. À l'école, il se montre violent, il se bagarre souvent. Certains professeurs décrivent un adolescent agressif, provocateur, fasciné par les armes et la force. À 18 ans, il obtient son diplôme et rêve d'intégrer la police. Il suit des cours de droit pénal, puis travaille brièvement dans un centre de détention pour mineurs. Mais il se fait renvoyer rapidement. Ses collègues le jugent imprévisible et instable. En 2007, il trouve un emploi dans une société de sécurité privée, G4S. Il y restera presque 10 ans. Son travail consiste à surveiller des bâtiments, parfois des sites fédéraux. Pour cela, il doit passer plusieurs vérifications du FBI. Rien ne ressort. Officiellement, Omar Mateen est un citoyen sans histoire. Mais la réalité est tout autre. En 2009, il épouse Sitora Youssoufi, une jeune femme d'origine ouzbèque. Le mariage tourne rapidement au cauchemar. Elle le décrit plus tard comme violent, possessif, paranoïaque. Il la frappe, la séquestre et finit par la menacer de mort. Au bout de quelques mois, elle s'enfuit avec l'aide de sa famille. Elle dira plus tard, ce n'était pas un homme normal. Il était rempli de haine. Après leur séparation, Omar se replie sur lui-même. Il se radicalise progressivement. Il suit de près les actualités internationales et sur les réseaux, il commence à glorifier les attaques terroristes. En 2013, un collègue de travail signale son comportement au FBI. Il affirme qu'Omar tient des propos inquiétants, qu'il soutient Al-Qaïda et qu'il dit vouloir mourir en martyr. Une enquête s'ouvre. Les agents du FBI le convoquent et l'interrogent. Mais Mateen nie tout, et faute de preuves, le dossier est classé. Un an plus tard, en 2014, le nom d'Omar Mateen refait surface. Cette fois, parce qu'il est en contact avec Moner Mohammad Abou Salah, un jeune Floridien parti faire le djihad en Syrie. Abou Salah deviendra le premier kamikaze américain à se faire exploser là-bas. Le FBI rouvre l'enquête, mais encore une fois, rien de concret ne ressort. Les deux hommes fréquentaient la même mosquée, mais aucun lien direct n'est prouvé. Le dossier est à nouveau refermé. En 2016, Mateen vit à Port-Sainte-Lucie, une petite ville tranquille au sud d'Orlando. Il s'est remarié avec Nour Salman, avec qui il a un fils de 3 ans. En apparence, une vie stable. Mais dans son intimité, tout s'effrite. Il passe des heures sur Internet. Il regarde des vidéos d'exécution, suit les déclarations de Deck et s'intéresse de près aux attaques de Paris et de San Bernardino. Peu à peu, il se persuade qu'il doit agir. Les enquêteurs retracent ensuite ses derniers jours. Ils découvrent qu'il a acheté son fusil d'assaut et son pistolet à peine une semaine avant la fusillade. 2 armes parfaitement légales. Rien n'empêchait leur acquisition, malgré son passé violent et les enquêtes du FBI. Le 11 juin, la veille du drame, il passe la soirée avec sa femme et son fils. Il semble calme, aucun signe particulier. Mais au petit matin, il quitte la maison sans dire où il va. Il ne reviendra jamais. Les autorités analysent ensuite ses communications pendant la fusillade, les appels, les messages, tout ce qui peut aider à comprendre ses motivations. Et un détail trouble les enquêteurs. Durant les négociations, Mateen déclare agir au nom de l'État islamique. Mais il évoque aussi le frère Tsarnaev, auteur de l'attentat du marathon de Boston, et les attentats de Paris, sauf qu'aucun de ces groupes ne le connaissait. Aucun n'avait revendiqué son acte avant les médias. Les experts du contre-terrorisme en tirent une conclusion. Mateen n'était pas un agent de Daesh. Il était un terroriste d'opportunité, un homme seul, frustré, qui s'est approprié la rhétorique djihadiste pour justifier sa haine. Une haine qui, selon plusieurs témoins, visait aussi la communauté LGBT. En enquêtant sur son passé, le FBI découvre qu'il fréquentait souvent des applications de rencontres pour hommes. Plusieurs témoins affirment l'avoir vu au Pulse,
des mois avant la fusillade. Certains affirment même avoir échangé avec lui en ligne, mais rien ne permet de prouver qu'il y cherchait réellement des relations. Était-il refoulé? Vivait-il un conflit intérieur? Ou cherchait-il simplement à repérer les lieux de son futur crime? Le mystère demeure. Sa seconde épouse, Noor Salman, sera accusée d'avoir aidé et soutenu son mari. Les procureurs affirment qu'elle savait qu'il préparait une attaque. Mais après un procès très médiatisé, elle est acquittée. Aucune preuve directe n'a montré qu'elle était complice. Le portrait d'Omar Mateen se dessine alors, un homme violent, instable, frustré sexuellement, obsédé par la religion et la mort. Un mélange toxique de haine, de confusion et d'idéologie. Un cocktail explosif. Partie 4. Le deuil d'une nation. Le jour se lève sur une ville dévastée. Les sirènes se taisent peu à peu. Mais dans les rues d'Orlando, un silence lourd s'installe. La nouvelle s'est répandue partout. En quelques heures, le Pulse devient le centre du monde. Des chaînes de télévision, des reporters, des hélicoptères. Le monde entier découvre la scène, une boîte de nuit transformée en zone de guerre. Sur le parking, les policiers érigent un cordon de sécurité. Les familles arrivent, bouleversées. Elles cherchent des noms, des visages, des réponses. Des listes circulent, parfois incomplètes. Certains survivants sont encore hospitalisés, trop grièvement blessés pour parler. D'autres, portés disparus, ne reviendront jamais. Les heures passent et le bilan final tombe. 49 morts, 58 blessés. Le plus grand massacre par arme à feu commis sur le sol américain contre la communauté LGBTQIA+. Un choc national. Le soir même, des vigiles s'organisent spontanément à travers le pays, à New York, à Los Angeles, à Chicago. Des milliers de bougies s'allument pour les victimes. À Orlando, des centaines de personnes se rassemblent devant le Pulse. Elles déposent des fleurs, des drapeaux arc-en-ciel et des messages d'amour. L'émotion est palpable. Les pleurs se mêlent aux chants. Les noms des victimes sont publiés un à un, des jeunes, des danseurs, des serveurs, des étudiants, des couples. Leur âge, entre 18 et 50 ans. La majorité d'origine latine. Parmi eux, Stanley Almodovar III, pharmacien de 23 ans. Amanda Alvear, passionnée de mode. Eddie Justice, qui a envoyé un dernier SMS à sa mère. « Maman, je t'aime. Il y a un tireur. Je vais mourir. » Des vies brisées en quelques secondes. Le 13 juin, le président Barack Obama s'adresse à la nation. Il parle d'une attaque contre tous les Américains, contre la liberté, contre l'amour. Ces mots résonnent dans tout le pays. C'est un acte de terreur et de haine. Quelques jours plus tard, il se rend à Orlando avec le vice-président Joe Biden. Ils déposent une gerbe de fleurs près du Pulse. Il rencontre les familles, les survivants, les soignants et les policiers. Les images font le tour du monde. Dans tout le pays, les drapeaux sont mis en berne. Les monuments s'illuminent aux couleurs de l'arc-en-ciel. Même la tour Eiffel à Paris s'illumine pour rendre hommage aux victimes. L'émotion traverse les frontières. Le Pulse devient un symbole mondial de résistance et d'unité. Mais la douleur ne suffit pas. Rapidement, le drame relance le débat sur les armes à feu. Comment un homme surveillé par le FBI a-t-il pu acheter légalement un fusil d'assaut? Pourquoi rien n'a été fait? Les États-Unis s'enfoncent à nouveau dans une guerre politique. Les uns réclament un meilleur contrôle des armes. Les autres défendent le deuxième amendement. Rien ne change. Pour la communauté LGBTQ+, la blessure est immense. Le Pulse était un refuge, un lieu où l'on pouvait être soi-même, sans peur. Et en une nuit, ce sanctuaire est devenu un tombeau. Mais très vite, la communauté s'organise. Des associations viennent en aide aux familles. Des collectes de sang sont lancées dans tout le pays. Les files d'attente s'étirent pendant des heures. Des milliers de personnes donnent au point que les centres médicaux doivent refuser du monde. Un élan de solidarité jamais vu. Les jours suivants,
Les funérailles se succèdent. Certaines se déroulent dans l'intimité, d'autres en public, accompagnées de drapeaux et de larmes. Des artistes du monde entier expriment leur soutien. Lady Gaga, Adele, Beyoncé, Ricky Martin, tous prennent la parole. Les réseaux sociaux se couvrent du message « We are Orlando ». Pour les secours et la police, le traumatisme est profond. Les premiers intervenants, ceux qui ont vu les corps, ceux qui ont porté les blessés, restent marqués à vie. Certains sombrent dans le stress post-traumatique. Des cellules psychologiques sont ouvertes. Mais les images, elles, ne s'effacent jamais. Quelques mois plus tard, le Club Pulse ferme définitivement ses portes. Son propriétaire, Barbara Poma, refuse de le rouvrir. Elle décide d'en faire un lieu de mémoire, un espace pour les familles, pour la communauté, pour tous ceux qui refusent l'oubli. En 2017, la ville d'Orlando rachète le terrain. Un grand projet est lancé, la construction du Pulse Memorial and Museum, un mémorial ouvert à tous, entouré d'un jardin de la mémoire, avec les noms gravés des 49 victimes. Le projet est financé par des dons et par la fondation One Pulse. Chaque année, le 12 juin, une cérémonie a lieu au même endroit. Des familles, des survivants, des inconnus. Tous se rassemblent pour se souvenir. Le Pulse est devenu bien plus qu'une boîte de nuit. C'est un symbole, un cri contre la haine, un rappel que la tolérance ne se négocie pas. 9 ans après la tragédie, Orlando se souvient encore. Le quartier autour du Pulse est désormais un lieu de recueillement. Les visiteurs viennent y déposer des fleurs, des photos, des messages. Sur le mur, un mot revient souvent. Love wins. L'amour triomphe. Conclusion, l'amour triomphe toujours. La nuit du 12 juin 2016 restera gravée dans la mémoire collective. Une nuit où la haine a voulu étouffer la joie, où la peur a voulu faire taire la musique, mais à Orlando, malgré la douleur, malgré les cicatrices, l'amour a repris le dessus. Le Pulse n'était pas qu'une boîte de nuit, c'était un refuge, un foyer, un lieu où chacun pouvait danser sans se cacher. Et même si le bâtiment n'existe plus, l'esprit du Pulse, lui, est toujours là, dans les marches de fierté, dans les veillées de mémoire, dans chaque personne qui refuse de céder à la haine, car au fond, le terrorisme ne gagne jamais vraiment. Il laisse des blessures, oui, mais il réveille aussi une force, celle de la solidarité, celle de l'unité, celle de l'amour. Aujourd'hui, à Orlando, un mémorial se dresse à l'endroit même où tout s'est arrêté, un jardin paisible où les visages des 49 victimes veillent en silence. Chaque nom, chaque histoire raconte bien plus qu'un drame. Il rappelle ce que signifie être libre. Et tant qu'il y aura des gens pour se souvenir, tant qu'il y aura des voix pour raconter, le Pulse continuera de battre. Pas pour la peur, pas pour la haine, mais pour l'amour, toujours. Parce qu'à la fin, ce n'est pas la haine qui fait battre le monde, c'est l'amour.